Salut Nantes, salut Web Today, est-ce que ça va? Vous êtes prêts pour l'after? Allez. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter une nouvelle voie sur développer sa startup sans investisseurs. Pourquoi je vais vous faire ce talk-là? Tout simplement parce qu'il y a énormément de buzz sur des sociétés qui lèvent des millions, qui ont fait appel à des investisseurs, des éléments pour vous expliquer comment lever ces millions. Et c'est aujourd'hui communément admis que c'est un critère de succès d'une startup. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre. Je suis absolument pour. J'ai pas de problème contre les investisseurs et contre les levées de fonds. Par contre, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre voie possible pour créer sa startup qui se passe pas à pas, où à chaque étape, vous allez pouvoir créer une startup rentable, sans financement au début, et avoir une croissance quasiment aussi rapide qu'une startup qu'on peut voir par ailleurs. Est-ce que ça va s'appliquer à vous? Pas forcément. Ce n'est pas une recette miracle. C'est une nouvelle voie. Il peut y avoir des business models ou des situations où ça ne va pas s'appliquer. Par contre, dans notre cas, nous, je vais parler de ma vie à moi et de notre société, ça s'est parfaitement adapté et on a réussi à faire quelque chose de très bien. Pour ça, je vais revenir en arrière, en 2005. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le lancement de la TNT. Donc ça nous ramène un petit peu dans le passé. Et, donc, on a voulu créer une société. Créer une société, c'est une grosse aventure, notamment parce que quand on est développeur comme moi à l'origine, on a besoin d'avoir énormément de casquettes. Donc la première casquette qu'on va avoir, c'est la casquette d'aventurier. De réussir à se dire, allez, je me lance, je ne sais pas tout faire, mais on y croit. Heureusement, je n'étais pas tout seul. On a créé la société à 3 parce qu'être tout seul quand on n'a jamais fait ce genre de choses, c'est flippant. Et j'ai eu de la chance, je suis tombé sur deux amis qui ont eu la même envie au même moment. Chose normalement à pas faire, monter un capital d'une boîte à un tiers. Est-ce que vous en connaissez des boîtes à qui ça marche? Je ne sais pas, nous, ça a marché nickel. Encore aujourd'hui, on est les 3 fondateurs qui détiennent le capital de la boîte. On est toujours potes, on part au ski encore ensemble. Et ça s'est très très bien passé. Donc clairement, on a eu de la chance. Je ne veux pas dire l'inverse, ça ne se passe pas comme ça à chaque fois. Par contre, ça peut fonctionner. Au niveau argent, on n'avait pas de fric. Moi, à titre personnel, je suis fils d'ouvrier. J'ai fait la fac, je n'ai pas fait de grandes écoles ou autre. Donc on est parti avec chacun environ 5 000 €. En se disant, allez, on va créer une boîte et la boîte, elle va faire comme ça. Forcément, c'est pas forcément quelque chose de vraiment évident parce qu'il y a plein de critères pour réussir à être un bon entrepreneur. C'est d'avoir déjà des contacts commerciaux. Pour ça, nous, on était des jeunes et on n'en avait pas. Oups, on revient ça après. Ah, bah mince alors. C'est ça de se plier. Donc, on n'avait aucun contact commercial, on n'avait jamais été commercial, on n'avait rien fait, on était juste des jeunes qui en voulaient. Savoir manager, on n'avait pas été chef de projet de rien du tout. Un produit, on est parti, 0 ligne de code, rien. On a été voir, décidément, on a été voir Atlampol, donc un incubateur local. Première fois, on leur explique le projet. On revient une semaine après, on dit hey, on a claqué nos DEM, on est parti et on va coder. Avoir une offre, donc qu'est-ce qu'on vend? Au début, on ne savait pas non plus. Mais mince alors. Ça casse les surprises, c'est pas drôle. Et par contre, on avait 2 choses. C'est-à-dire qu'on avait un besoin, nous étions utilisateurs de ce qu'on voulait faire, on était sûrs et certains que c'était des choses aujourd'hui dont les gens avaient besoin, et on avait une grosse frustration, et c'est pour ça qu'on a créé la boîte. Et deuxièmement, on avait de l'intuition. Et on a traduit cette intuition dans une vraie offre au final. Donc, on n'a pas démarré dans un garage, pas comme en Silicon Valley, on a démarré dans une chambre, avec du coup pas grand-chose. Et on a commencé à faire notre premier produit. Au niveau financier, par quoi on a commencé? On a commencé par un bootstrapping, c'est-à-dire de pouvoir avoir des fonds FEDER, c'est des aides. Ça représente 7 000 €, ça nous a permis en anté-création de pouvoir commencer à vivre. On a eu une aide d'un incubateur qui était la première personne qui on a tapé à la porte, qui s'appelle Atlampol, qui nous a juste pris sous son aile et qui nous a dit « Bon,
vous n'y connaissez rien, je vais juste vous aiguiller pour vous dire où aller, à qui taper, comment faire, et vous guider. Et ça, c'est hyper important d'avoir un mentor. Ça peut être quelqu'un d'autre ici maintenant qui a plein de startups, parce qu'il y a 10 ans, les gens nous regardaient avec des yeux en disant « vous faites de l'informatique, mais c'est quoi de l'informatique? C'est quoi un logiciel ?» L'écosystème n'était pas le même. Donc là, essayez d'avoir des mentors, essayez d'avoir des gens qui peuvent vous accompagner, c'est vraiment important. L'ACRE. L'ACRE, c'est un mécanisme Pôle emploi qui vous permet en gros de prendre tous vos droits chômage et les utiliser pour monter le capital. Il y a 10 ans, quand on est allé voir l'ANPE à l'époque pour leur dire qu'on voulait créer une boîte, on nous a dit « mais vous ne cherchez pas d'emploi? Bon, bah, vous êtes radiés. » Ça calme 2 secondes quand même. Donc heureusement, ça a changé. Il faut aussi se dire des fois qu'il y a des choses bien ont changé. Pour le montage du capital, du coup, comment on a fait? En fait, il y a eu un super effet de levier. Parfois, vous allez voir un mécanisme nantais qui s'occupe de boulangerie, qui s'occupe de petites boîtes d'artisanat, etc. Vous leur expliquez que vous allez faire du génie logiciel, des choses hyper compliquées, ils vont regarder avec des yeux, mais ils vous croient, parce qu'ils croient dans les entrepreneurs qui sont là. Et ils vous donnent juste quelques milliers d'euros. Par contre, à côté de ça, vous avez d'autres réseaux, par exemple Réseau Entreprendre, qui eux nous ont donné un prêt à 0% à 30 000 euros, qui eux étaient conditionnés par rapport à l'autre d'avant, et etc., etc., etc. Il y a souvent des effets de levier comme ça, donc c'est assez important de ne pas négliger les petites aides qu'on peut avoir à côté, parce que ça crédibilise votre dossier. Donc on a monté le capital, comme je disais, à 33 avec 45 000 euros. Et beaucoup de banques nous ont demandé caution personnelle, donc on les a toutes fuies. Et ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est logique. Les banques nous demandent engagez-vous, vous êtes un entrepreneur, si vous y croyez, allez-y. Comme on a claqué nos DEM tous les 3, je pense que l'engagement était déjà pas mal, et ça a suffi à ce qu'on ait quelques banques qui ont réussi à nous suivre. Et bien entendu, quand on est une start-up dans le numérique et qu'on veut démarrer comme ça, les banques vous font des prêts. Non, je déconne. Non, les banques ne sont pas là pour ça, en plus. J'ai mis du temps avant de le comprendre. Elles ne financent pas le risque. Elles ne prennent pas de risque. Il faut bien comprendre ça. Alors, petit truc rigolo, on a revu ça quand on a fêté nos 10 ans. On avait écrit c'est quoi notre vision, notre rêve? Et on avait écrit exactement cette phrase-là. Nous voulons que n'importe quel informaticien, voire même non-informaticien, puisse se servir d'un outil de modélisation spécifique à un domaine. Et ça, encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est encore le créneau de la boîte. Et donc c'est important d'avoir une vision et de réussir à la garder. Et c'est intéressant, dès le début, de se poser les crayons, de se dire, OK, comment on voit le futur, comment on voit ça. Donc le premier produit qu'on a pu sortir, c'est né d'une frustration, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient des modèles comme ça et qui écrivaient à la main le code qui correspondait. C'était juste débile, une machine pouvait le faire. Donc on a créé un produit qui s'appelle Axeléo, qu'on a mis en open source, et qui permet de fabriquer ses propres générateurs de code. Techno super sympa, qui marchait. Et au bout de même pas 4 mois, Pôle emploi à Nantes a choisi la technologie pour ses projets. Donc vous imaginez une grosse boîte comme Pôle emploi qui choisit une technologie d'une boîte de 3 personnes. Donc parfois, vous pouvez avoir des grands groupes comme ça qui prennent ce genre de choix. Et au mois de juillet 2006, une autre PME qui s'appelle Airbus, qui fait des avions, je ne sais pas si vous connaissez, fait le choix et annonce publiquement qu'il s'appuie sur Axeléo pour générer le code des parties de l'avion. Donc là, à ce moment-là, on est passé de jeune à... Ça y est, on commence à être un petit peu plus respecté, et du coup, des gens nous voient différemment, quand vous avez rien que ce genre de référence. Donc, on a changé de bâtiment, et on a commencé à s'installer dans des bâtiments super classe. Ou pas. Et on est passé en mode start-up, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un recrutement. Oh, mais c'est pas possible. Un recrutement par mois, progressivement. Comme je disais, on ne pouvait pas se permettre d'embaucher 20 personnes, on n'avait pas l'argent, mais en plus on ne savait pas faire. Donc on y allait petit à petit comme ça. On a eu une deuxième chance à ce moment-là, c'est que les premiers ingénieurs qu'on a eus sont des stars, sont extrêmement bons. Donc les premières personnes que vous embauchez un mauvais, vous pouvez couler votre boîte. Donc extrêmement important de prendre des très bons. La personne qui est en haut à droite est devenue notre directeur technique, il doit être dans la salle quelque part. Et là-bas. Et vous voyez, c'était la toute première personne qui a pu venir chez nous, et ça fait partie du succès de la boîte. Mais pour ça,
bien sûr, il faut bosser, bosser, bosser. On vous dit souvent, vous allez passer vos week-ends, vos nuits, etc. Nous, on a eu une règle qu'on s'est donnée, les 3 fondateurs, c'est on ne veut pas divorcer. Et bien, n'empêche que rien qu'avec ça, on s'est donné des limites. On s'est dit, écoute, travailler le week-end, ok, mais c'est ponctuel. Si tu fais ça tout le temps, ta vie personnelle, elle va être foutue en l'air. Et c'est con, mais moi, à titre personnel, dans ma vie, mon but, c'est pas d'être riche, c'est pas de faire une boîte qui est énorme, c'est d'être heureux. C'est peut-être bête, mais ouais, c'est heureux. Et donc, on peut bosser beaucoup, mais à partir du moment où on garde ce principe d'heureux. Et donc, être heureux aussi, pour moi, c'est essayer de faire des technos qui changent, qui sont utilisés dans le monde entier. Comment on a réussi à bootstrapper? Le côté bootstrapping, c'est fait aussi avec du service. Donc, c'est de pouvoir avoir un peu d'alimentaire. 2 choses importantes là-dessus. Premièrement, l'alimentaire, ok, mais dans votre domaine d'expertise. Parce que si vous commencez à faire un peu de tout et n'importe quoi, vous allez vous perdre. Donc, on est resté vraiment dans notre domaine. Et deuxièmement, et là, c'est hyper dur, il faut savoir dire non. On a eu des cas où des clients sont venus, on dit, vous êtes une petite boîte, vous imaginez, vous ne savez pas si vous allez finir l'année. Le client vous dit, écoute, je suis prêt à te payer une personne pendant 6 mois, je te donne 30 000 euros, 40 000 euros, voilà le contrat. Et là, tu dis non, parce que sinon, ma boîte devient une société de services lambda et je perds mon innovation. Facile à dire, quand vous avez l'argent qui vous tend les mains, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est important de le faire, c'est important de le faire avec un juste équilibre. Donc nous, l'équilibre, ça a été à peu près 1/3, 2/3. Quand on était 3, il y en a un qui est parti en prestation pendant un moment, et avec la Poste. Donc encore une référence, c'est bien aussi de gagner des références. Et quand on a grossi, on a gardé à peu près ce ratio-là, pour rester, sur les premières années en tout cas, sur quelque chose de raisonnable où on pouvait faire de la R&D. On a eu également beaucoup de chance sur un sujet, c'est qu'on a réussi à trouver des premiers industriels à qui on a pu faire de l'open innovation. C'est-à-dire qu'on était petits, et on a un jour, un de nos employés, Cédric, qui était le directeur technique dont je parlais tout à l'heure, vient nous voir en disant « Tiens, j'ai une idée, un super truc. Est-ce que je vais peut-être travailler dessus le week-end ?» Et on dit « Non, non, attends, on te donne 10 jours. Vas-y, amuse-toi, fais le truc. Et si ton proto marche, on va le montrer à un client parce qu'on pense que ça peut coller à un truc. » On a été présenté à Thales en 2007, une boîte énorme. Et en fait, le projet collait. Et ils nous ont financé, d'un prototype plus industriel, plusieurs mois, etc. Et c'est grossi jusqu'à aujourd'hui un projet qui fait 70 années-hommes de boulot. Vous imaginez, c'est devenu ça juste parce qu'à un moment, on a fait confiance à une personne dans la boîte en disant « Allez, on croit en toi ». À ce moment-là, on a sorti autour de 2008 un outil commercial propriétaire qui s'appelle OBO Designer, donc qui permet de fabriquer ce genre de choses, donc des modèles, des diagrammes, qui permettent du coup de mieux travailler entre ingénieurs. Donc, des ingénieurs qui font du matériel peuvent mieux collaborer avec des gens qui font du software, qui travaillent mieux avec des gens qui font du fonctionnel, ou qui font des cahiers des charges, parce qu'ils ne travaillent pas sous forme de fichiers Word, ils travaillent dans ce mode-là. Et on s'est rendu compte que ça pouvait servir à d'autres personnes. Oh. Donc, on en a fait un produit qu'on a commercialisé. Autour de 2008-2010, c'est devenu notre flagship. C'est-à-dire qu'on avait les 2/3 de notre chiffre d'affaires qui étaient basés sur ce produit-là. Et là, si vous allez voir un investisseur et vous lui dites « les 2/3 de ton chiffre d'affaires, on va les enlever et on va mettre ça en open source, gratuit, 0 », il va vous prendre pour un fou. Et ça, je vous assure que c'est juste pas possible avec un investisseur, sauf à tomber vraiment sur une perle. Nous, on avait juste eu une ADN. On savait qu'on y croyait dans ce business model-là open source. On savait que ça allait marcher, donc on a pris ce choix-là. On a fait cette diffusion-là. On a eu la chance d'avoir notre industriel Thales qui ont pu nous suivre là-dedans. Et en quelques années après, autour de 2014-2015, on a doublé notre chiffre d'affaires sur ce choix-là. Et donc ça, c'est des choix qui sont ultra compliqués à prendre parce qu'il faut avoir les coups des franches pour se dire le business model initial, on va complètement le casser. Ce qui nous fait vivre, on va le casser pour être capable de prendre un chemin derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas fait ce choix-là, on serait peut-être mort. Donc, allez hop. Donc on a pu sortir ce produit qui s'appelle Sirius.
qui aujourd'hui est disponible dans le monde entier. On a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, qui permet aussi de pouvoir fabriquer ce genre de diagramme. Donc, comment est organisée une entreprise, c'est quoi les objectifs de l'année, comment est organisé le système d'information. Si je change un logiciel, je change un serveur, c'est quoi l'impact sur les processus, c'est quoi l'impact sur l'organisationnel de la boîte. Donc, trouver plein d'autres cas d'usage qui ne sont pas des cas d'usage sur lesquels était faite la technologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était une technologie qui était un enabler. C'est-à-dire que c'est une technologie qu'on met à disposition, et c'est les gens qui l'apprennent qui inventent des cas d'usage. Et ça peut être très varié, ça peut être dans la domotique, ça peut être l'IoT, ça peut être dans l'aide aux handicapés, dans les vaches, pour gérer de la production agricole. Et c'est les gens qui nous étonnent avec les cas d'usage de Sirius. Et ça, si vous aviez un coût d'entrée de licence avant de savoir à quoi ça va vous servir, ça ne marche juste pas. Donc c'est là-dessus qu'on a pu s'appuyer. Et pour faire ça, on n'avait pas un budget de com, de pub monstrueux. On a basé notre stratégie sur la fabrication de champions. Ce sont des gens qui vont mouiller le maillot au sein de grands groupes, des indépendants, des gens d'un petit peu partout qui croient dans la techno, qui deviennent fans et qui vont la pousser, la pousser, la pousser. Donc c'est vraiment réussir à créer le buzz, créer également des gens qui vont vraiment vous pousser, notamment chez des grands groupes. Une fois que j'ai dit ça, comment on réussit à faire le choix de la levée de fonds ou pas? Plusieurs questions se posent. D'une part, quand vous faites venir des investisseurs, vous êtes content, ils vont venir, ils vont mettre des millions, vous êtes tout content. Par contre, il faut tout de suite avoir en tête qu'ils vont vouloir sortir. Ça, c'est extrêmement important. Si vous dites, un investisseur rentre à peu près dans 5 ans, plus ou moins X années, il va vouloir sortir. Il va vouloir sortir en plus avec x2, x3 ou plus. Donc, c'est important de vous dire que quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans un engrenage qui peut être très bien, ça peut être votre volonté. Par contre, c'est important d'en avoir conscience. Deuxièmement, il faut avoir un time to market. Si dans un mois, votre produit doit être numéro 1 mondial, dans un an, pardon, l'investisseur, ça peut avoir du sens, vraiment, pour aller très vite. Nous, dans notre cas, on crée notre marché, on crée quelque chose de nouveau. Fabriquer un outil pour fabriquer des modelers concurrents à Visio, ou des choses comme ça, les gens peuvent attendre quelques années avant d'avoir ça. On crée quelque chose vraiment de nouveau, une vraie innovation. Donc on n'avait pas un time to market vraiment grave. Il faut être prêt à passer à la 5e. Et quand vous êtes en première ou en 2e et on vous dit, allez, tu as 20 personnes, 30 personnes dans ton équipe du jour au lendemain, il faut être prêt à savoir le faire. Donc savoir les manager, savoir transmettre l'état d'esprit de la boîte. Et c'est pas facile. Et des boîtes se coulent par ça, parce qu'elles ont plein de sous, elles ont plein de gens et elles ne savent pas les gérer. Donc nous, voilà, on a pris notre temps. À chaque étape, on a consolidé et c'est monté petit à petit. Et en plus, on avait l'envie de faire comme ça, d'apprendre. Et c'était, je pense qu'à un moment, il faut que les tripes parlent de ce que vous avez envie de créer. Et dans notre cas, on avait un business model qui était compatible avec ça, c'est-à-dire qu'on a un business model qui est progressif. Et la valeur qu'on a détectée, on met la technologie librement accessible à tout le monde, ça coûte 0, et les gens l'utilisent, 10 personnes commencent à l'utiliser, 20 personnes commencent à l'utiliser. S'ils postent un message sur le forum, nous, à la limite, on s'en fout. Ils se débrouillent. Donc, ce qu'on leur dit, c'est acheter une souscription de maintenance support, et là, dans les quelques heures, on va être capable de vous répondre. Et ça a de la valeur. Et l'intérêt, c'est que tous ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne viennent pas nous voir. Ensuite, on a une deuxième fonctionnalité qui est le côté collaborer entre équipes, qui est une fonctionnalité qui n'est pas en vendor locking. Les gens peuvent s'enlever, peuvent le récupérer, et ça leur permet juste de travailler ensemble. Simple à expliquer, grosso modo, là, je vous ai tout dit. Pas disruptif, même si on se retrouve avec comme du Google Docs, mais pour des modèles, à travailler vraiment ensemble en simultané. Mais c'est quelque chose où les gens peuvent comprendre facilement où est la valeur. Et également, la troisième chose, c'est de pouvoir piloter la roadmap, c'est-à-dire de pouvoir dire une partie des fonctionnalités que vous avez me manque et je peux payer pour la faire. On a été surpris de se rendre compte que beaucoup de clients étaient prêts à nous payer des fonctionnalités au sein des produits qu'après on va leur revendre dans les contrats de support et qu'on va revendre aux autres. Donc on gagne dans tous les cas. C'est le double effet qui se coule. On se fait payer pour faire les fonctionnalités et en plus on les revend. Par contre, on n'est payé qu'une fois. Et donc, ce qui est bien pour eux aussi. Ils n'ont pas l'impression de payer plusieurs fois. Ils ont l'impression que ça grossit. Et par contre, ça a quand même une grosse difficulté, c'est que la roadmap, vous n'en avez pas de maîtrise totale. Une partie de votre roadmap est gérée par vos clients.
Et donc, après, il faut réussir à faire des services, donc classiques, formation, expertise et développement. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une courbe assez linéaire qui s'est créée. Aujourd'hui, on est à un volume d'activité de plus de 4 millions. Chose importante à voir, c'est en 2007, on a eu des business angels qui sont venus nous voir pour nous proposer plusieurs centaines de milliers d'euros. On a dit, bon, pourquoi pas. Dans le temps juste de la négo, on est revenu les voir en leur disant, écoutez, on a eu des clients qui nous ont donné, sous forme de chiffre d'affaires, ces centaines et milliers d'euros. Donc on a dit, au revoir. Donc ça peut se faire également. On a eu une réforme institutionnelle d'une loi qui a eu lieu en 2010, qui aurait pu nous couler. Donc ça, c'est des choses importantes aussi à voir. Quand vous basez votre business model avec une partie qui est sur des aides, ça peut changer. Donc il faut avoir de la souplesse pour gérer ça. Et surtout, un point important, c'est le côté bénéfice trésorerie. Il faut avoir beaucoup de trésorerie pour réussir à faire ce principe-là. Et donc nous, on a fait un choix, c'est de faire en sorte d'avoir des bénéfices bas à la fin de l'année, parce qu'on réinvestit constamment. Notre objectif, c'est d'être autour des zéros, mais d'avoir juste ce qu'il faut de capitaux propres pour être capable de faire du crédit impôt recherche et de faire des projets de type de ce que je vais vous présenter. Petit zoom sur le côté jeune entreprise innovante. Pour information, c'est une exonération d'environ 60% des charges patronales pour les personnes qui font de la R&D. C'est énorme. Et ça dure pendant 7 ans. C'est un système purement français. Et c'est clairement un point hyper important pour avoir des entreprises viables en France, qui est comme ça en R&D qui se crée. Donc, les projets collaboratifs, c'est un autre système comme ça de financement qui vous permet de financer votre R&D. Ça vous ramène des subventions, c'est bien. C'est un deuxième avantage, c'est que l'industriel qui est avec vous, il va essayer votre technologie pendant 3 ans. Donc vous allez avoir une première référence, et en plus vous allez avoir une personne chez l'industriel qui, lui, a tout intérêt pour sa carrière de faire en sorte que ça marche. Et donc vous créez votre champion. Quand vous cumulez les deux, on peut voir ce genre de diagramme, si on regarde que les chiffres, vous pouvez avoir énormément d'aides et avoir une R&D qui peut vous coûter pas cher. La réalité, c'est pas celle-là, vous avez des frais annexes, mais malgré tout, à peu près, l'entreprise paye seulement 20% du coût d'un ingénieur de R&D, ce qui peut être vraiment quelque chose de hyper incitatif et qui peut fonctionner. Une fois que vous avez fait ça, vous avez... Hop là. Si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, vous pouvez être comme ça, vous faites vos dossiers, on vous donne de l'argent et ça va marcher. Le gros problème avec ça, c'est votre trésorerie, c'est-à-dire que vous allez avoir des aides qui peuvent tomber au bout d'1 an, 2 ans, et surtout, vous êtes dans le noir. Vous ne voyez rien, vous ne savez pas à quel moment ça peut arriver. Je vais enlever ça, hop là. Pourquoi vous êtes dans le noir? Tout simplement parce que vous pouvez avoir des gens, comme des principes comme les accords de consortium, qui sont des accords entre plein de partenaires qui doivent signer les règles de propriété intellectuelle qui peuvent vous arriver dans 1 an, 2 ans, et vous ne savez pas à quel moment ça peut arriver, et ça bloque les paiements. Donc ça, c'est des choses importantes à avoir en tête, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de trésorerie pour réussir à gérer ça. Le diagramme que vous voyez là, c'est donc en rouge, on voit si vous investissez tout vous-même dans votre R&D, et dans l'autre cas, si vous faites appel donc, à du crédit impôt recherche, plus des projets collaboratifs. Vous voyez que ça vous coûte quand même moins cher. Vous avez aussi différents mécanismes. Pouvoir faire des prêts à taux zéro, avec BPI par exemple, ou des principes d'avance remboursable. Ça, c'est très bien parce qu'en amont, vous avez tout de suite de la trésorerie pour démarrer. Par contre, comme on peut le voir sur les courbes, au final, ça peut être moins intéressant. C'est vraiment cas par cas qu'il faut savoir quoi utiliser dans le cadre de votre entreprise. Et projet par projet, ça peut avoir une règle différente. Quand on travaille sur ce genre de dossier, ce qui est important, c'est aussi de mettre en place des process, des collectes d'informations. Donc un suivi des temps, par personne et par tâche, pour être capable de dire, voilà, cette tâche, c'est vraiment de la R&D, cette autre tâche, c'est de la veille technologique, ou l'autre, c'est rien, c'est pas applicable. C'est important d'avoir ça pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que vous aurez un contrôle fiscal si vous faites ça. Il faut être vraiment clean là-dessus, parce que si on vous dit du jour au lendemain contrôle fiscal, et les 2/3 de tes charges patronales, tu les rembourses sur les dernières années, vous coulez. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut demander de la paperasse.
quand vous faites des levées de fonds, c'est des mois de boulot, des mois de paperasse également, des choses pour convaincre. Voilà, dans les deux cas, de toute façon, il y a du boulot à faire. La comptabilité, vous pouvez faire des comptes dédiés. On vous conseille votre comptable à faire ça, des comptes dédiés pour être capable d'extraire les parties financières qui concernent la R&D facilement. Et enfin, sur la rédaction scientifique, de pouvoir non pas expliquer les fonctionnalités de votre outil, mais votre démarche, votre raisonnement, et d'expliquer là où vous êtes planté. Donc faites-le tous les trimestres. Attendez pas de la fin de l'année, parce que quand on se plante, on oublie ces fails, alors que c'est des choses qui sont intéressantes. C'est la R&D. On n'est jamais sûr de comment on y va. Quoi financer? Il y a 3 parties, généralement. Vous retrouvez dans tous les dossiers. Le prototype, c'est la partie incertitude de R&D. Comment on lève des verrous. Du développement, ensuite, il n'y a pas de verrou. Il y a du boulot de dev, mais il n'y a pas d'incertitude. Vous savez que vous allez y arriver. Et enfin, la partie lancement, c'est du commercial marketing. Et tout ça, vous avez plein de systèmes qui peuvent vous aider dans chacune des catégories. On commence à arriver proche de la fin. Ouais. Tu préfères aller au bout? Peut-être qu'on prend quelques questions, sinon. Je te me laisse un petit slide encore? Je te laisse un petit slide. Allez. Bien négocié. Tac. Point important pour conclure là-dessus, ces aides ne sont pas une finalité. Ne basez pas votre business model là-dessus, ce serait une pure erreur. Ce n'est là que pour vous aider à accélérer et à investir. Votre boîte doit être viable de base par le chiffre d'affaires. Elle vous aide juste à croître plus vite, à prendre le risque. Embaucher quelqu'un, c'est souvent une prise de risque. Est-ce que je sais que j'ai un contrat pour cette personne-là pendant 2 mois, et après 2 mois, est-ce que je vais me planter ou pas? Ces aides-là vous servent à diminuer le risque et à se dire, bon, bah, si ça ne le fait pas, il va aller sur un projet collaboratif, il va faire de la recherche, et j'aurai un taux de financement qui sera intéressant. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment important pour réussir à faire une boîte viable comme ça. Et en plus, en prendre du risque de croître rapidement. Merci. Merci beaucoup.